Bonsoir et bienvenue dans le vrai monde. Bonsoir Alexandre Moix. Bonsoir, merci de m'inviter. Vous êtes écrivain, réalisateur. Vous aviez déjà fait un film sur Patrick Devers. Patrick Devers à l'enfant du siècle en 2003. Qu'est-ce qui vous a donné envie de récidiver pour ce film, donc ce deuxième film qui va sortir sur lui, qui sera diffusé le 21 octobre sur France 5? Alors, la simple et bonne raison, c'est que j'avais pas tout dit. Donc j'avais fait un premier documentaire en 2003, qui était, on va dire, assez classique, et beaucoup d'images d'archives d'ailleurs rarissimes que j'avais exhumées. Notamment, il y avait la dernière interview de lui, filmée chez lui, 3 jours avant sa mort. Parce que quand je fais un documentaire, j'essaye, c'est pour moi une quête au trésor, c'est vraiment une chasse au trésor, d'aller chercher la pépite, l'extrait, le document, l'archive qui n'a jamais été montré. Et donc déjà, j'en avais fait le fil rouge du film, où Patrick Devers est chez lui, impasse du Moulin-Vert. On entend l'orage, il y a toute une ambiance, et il parle de lui, Café de la Gare, un peu de son enfance, mais pas trop, jusqu'à la fin. Et donc c'était assez intéressant de montrer Devers à travers lui-même. Mais j'avais pas tout dit. C'est-à-dire que pour comprendre Patrick Devers, pour comprendre qui il était, pour comprendre son geste, pour comprendre son âme, il faut avoir les clés de son enfance. Et malheureusement, son enfance, parce que c'est un personnage qui a subi des traumatismes ultra violents dans son enfance. Il a été violé toute son enfance, toute son adolescence. On lui a caché un père qu'il n'a jamais connu. On l'a spolié, c'est-à-dire qu'on prenait ses cachets pour rénover des maisons de campagne. Du coup, tout ce secret de famille était verrouillé. Et sa mère, Mado Morin, avait construit une espèce de forteresse autour de tous ces secrets. Rien ne devait sortir. On ne pouvait rien dire, sous peine de procès et autres. Et donc, tout simplement, Mado Morin n'est plus de ce monde. Et je m'étais dit que je ferais un jour un autre documentaire qui expliquerait enfin qui est vraiment Patrick Devers, parce que il y en avait marre de ce tabou un peu, de ce secret de polichinelle qui traîne dans le milieu depuis la mort de Patrick Devers. Pourquoi, en gros, Patrick Devers s'est foutu en l'air. Et Lola Devers, que je connais depuis 20 ans, qui est vraiment une amie, en avait marre aussi. Il voulait révéler un petit peu le vrai Patrick Devers. Et du coup, j'ai exploré autre chose. Alors, pour les auditrices et les auditeurs, précisons que cette émission va se faire en 2 parties. Un entretien à vous et moi autour de votre documentaire. Et en deuxième partie, j'ai demandé à 2 comédiennes qui ont vu votre film en avant-première de réagir, tout simplement, en tant que comédienne, en tant que femme, pourquoi pas, et vous poser les questions qu'elles veulent. Mais juste avant, il y a un petit rituel dans cette émission, Alexandre Moix. Je vais vous demander de fermer les yeux. Est-ce que vous pouvez nous décrire, sans les ouvrir, nous spatialiser la chambre dans laquelle vous avez grandi, enfant ou ado? Décrivez-la nous, les fenêtres, les portes, les posters. Alors c'était une chambre double, rez-de-chaussée, avec une moquette marron beige. Il y avait le lit de mon frère au bout et le mien, donc on était 2. Et donc c'était des lits anciens, fenêtre sur jardin, fenêtre sur une petite ruelle derrière. Et moi j'avais des marionnettes qui pendaient de partout, parce que j'adore les marionnettes. Et j'avais des posters affichés au mur, pas de cinéma, mais c'était des affiches de Tintin, parce que j'adore le monde d'Hergé, j'adore Tintin, donc il y avait des affiches de Tintin partout. Et puis après, elles ont été remplacées, parce que je suis resté dans cette chambre assez longtemps. Et mon frère a été dans une autre pièce quand il était ado, ils nous ont séparés. Et c'était mieux pour moi. Et du coup, j'ai remplacé ça par... après, j'ai évolué des affiches de François Truffaut et de Patrick Devers. Alors, vous n'allez pas vous en sortir comme ça par rapport à votre... Je reste les yeux fermés. Non, vous pouvez ouvrir les yeux. D'accord. C'est important dans la vie, d'avoir les yeux ouverts. Alors, il y a une phrase de Patrick Devers qu'on entend dans votre film, c'est
j'ai la trouille de l'habitude. Vous aviez la trouille, vous, avant de faire ce deuxième film sur lui, hormis ce que vous nous avez dit, c'est-à-dire ouvrir, balayer les tabous, aller plus loin avec sa fille Lola. Est-ce que vous aviez la trouille de l'habitude? Je parle aussi en termes de façon du film, la manière dont il est monté, musicalisé. Est-ce que vous aviez envie de faire aussi un film qui ressemble à Patrick Devers? Alors, j'ai pas la trouille de l'habitude, parce que j'ai pas l'habitude de faire toujours les mêmes films, ni les mêmes sujets. Mais j'ai voulu faire un film... je ne savais pas que ça allait lui ressembler. C'est-à-dire que tous les gens qui ont vu le film m'ont dit, les gens connus qui ont connu Patrick Devers. Par exemple, hier, il y a eu une avant-première. Il y a Bertrand Blier et Claude Lelouch qui étaient là, Brigitte Fossé qui l'a très bien connu, Myriam Boyer, et tous m'ont dit, ce film ressemble à Patrick Devers. C'était pas du tout mon but. Mon but, c'était surtout de ne pas le trahir. Et c'était de prendre du plaisir aussi à raconter qui il était, d'être au plus juste du personnage, d'essayer de... Moi, ce qui me passionne dans les documentaires, c'est les hommes, en fait. C'est les personnages. C'est un petit peu la phrase de Pascal, ce qui intéresse l'homme, c'est l'homme. C'est vraiment une phrase que j'aime. J'ai fait un film sur Truffaut qui allait chercher la psychologie de François Truffaut. J'ai été chercher l'âme de Patrick Devers au plus proche. J'ai essayé d'être au plus proche. Je ne l'ai pas connu. J'avais 10 ans quand il est mort. Et manifestement, je m'en suis approché plus que prévu. Devers, c'est son pseudonyme, qui est le nom de famille de sa grand-mère. Et on apprend dans votre film que Devers, ça veut dire le vrai. Oui, c'est un nom flamand qu'il avait pris de son arrière-grand-mère et qui veut dire le vrai. Moi, je suis sûr que ça a joué. C'est comme quand on choisit le prénom de son enfant. L'enfant, ensuite, se dépatouille avec un prénom chargé ou simple. Quand tu t'appelles le vrai, tu deviens vrai jusqu'au bout. Complètement. Et Patrick Devers était quelqu'un qui était sans concession. C'est-à-dire que, vu ce qu'il avait subi dans son enfance, il s'était dit qu'en changeant de nom, c'était une façon de fuir son passé. Il est passé de Patrick Morin à Patrick Devers, et en devenant le vrai, il s'est dit maintenant, je trace sans concession, je fonce dans le tas. On va écouter un premier extrait de votre film. Le 4 décembre 1979, j'ai débarqué dans ta vie. De toi, j'ai rien. Juste ces quelques photos et des petits mots d'amour à ma mère que tu griffonnais à la hâte. J'aurais tellement voulu te connaître, t'entendre rire, passer Noël et mes vacances avec toi. J'aurais voulu être le dernier rempart à tes douleurs d'enfance. Mais elles ont été plus fortes que moi. Pour Lola Devers, il y a quelque chose, j'imagine, de l'ordre de la thérapie aussi. Parce qu'elle dit dans votre film, depuis quelques années, j'étais la fille du mec bizarre, de l'acteur un peu space, qui s'est flingué. Là, c'est pas juste une réhabilitation de son père qui n'en a pas besoin, puisqu'il y a tellement de jeunes acteurs qui se revendiquent de lui, mais c'est quand même l'idée de refaire lien père-fille. Je crois que dans le film, à un moment, elle dit « Papa ». C'est la première fois que je prononce ces mots-là, c'est dans votre film. Tout à fait. Ce mot-là. Le but, c'était pour moi qu'il y ait une discussion entre elle et son père. Il y a 1 an, j'ai appelé Lola en lui disant « Voilà, je vais faire un film où tu vas t'adresser à lui. Je veux que ça soit toi qui parles de ton père. Je voudrais faire une grande lettre d'amour, que tu fasses une grande lettre d'amour à ton père, en fait. » Et elle m'a dit, ok, banco, donc tu fais tout, t'écris, tu fais tout. Donc je me suis mis à sa place pour écrire les textes. Et alors, voilà, le film est né aussi de cette amitié avec Lola. J'aurais pas pu, elle m'a accordé sa confiance, et moi je la connais bien pour avoir fait ce film. Et en fait, c'était vraiment ce discours que je voulais faire entre les archives, Devers qu'on voit tout le temps sur l'écran, et elle. Et... elle m'a dit cette chose, alors je sais qu'elle aime pas trop qu'on le dise, mais elle a enregistré la voix, et elle m'a dit, écoute Alexandre, grâce à toi, j'ai fait 40 ans de thérapie en 90 minutes. Donc oui, ça
véhiculé beaucoup de choses pour elle. Quand le film est allé à Cannes, il était en sélection officielle à Cannes. Elle l'a vu pour la première fois à Cannes, avec sa voix montée. Et depuis, voilà, elle m'a dit ça a ouvert énormément de choses en moi. Donc c'est un film qui l'a bouleversée. Il y a un an, à votre place, il y avait la comédienne et metteur en scène et auteur Mathilde Amet. Mathilde Amet, elle a changé de nom pour faire carrière. Elle a aussi changé de prénom. Elle a insisté auprès de ses parents pour changer son prénom. Et là, dans votre film, il y a Lola qui, quand elle dit qu'elle veut s'appeler Devers, alors que c'est pas son état civil, elle dit changer de nom, c'est changer de peau. Et n'oublions pas qu'elle est devenue une super comédienne. Oui, et d'ailleurs, elle s'appelait pas Devers au début. Voilà, c'est pour ça. Elle s'appelait Lola Bourdeau, du nom du monsieur qui avait élevé les frères Morin, en fait, qui n'était pas du tout le père de Patrick Devers. Et elle s'est dit, mais voilà, je vais m'appeler comme mon père, Patrick Devers, enfin Lola Devers. Et alors, il y a quelque chose qui m'a beaucoup ému dans le film, c'est que, effectivement, je la connais depuis longtemps, Lola, et elle me parlait toujours, quand elle parle de son père, elle dit pas mon père, elle dit pas papa, elle dit Patrick Devers. Et dans le film, je voulais qu'elle dise papa. Et donc, ça lui a fait bizarre, mais c'est magnifique. C'est-à-dire qu'elle m'a dit, à la fin de la post-synchro, elle m'a dit, effectivement, ça y est, je l'ai dit, et pour la première fois, grâce à ton film, je vais pouvoir appeler mon père peut-être papa. C'est peut-être pas encore gagné, mais voilà. Il y a une remarque de Claude Lelouch que j'ai retrouvée dans un magazine qui dit Patrick Devers, c'était un mec qui pouvait résoudre tout dans sa vie professionnelle, mais dès qu'il était confronté à des problèmes de couple, à des problèmes de père ou à des problèmes de drogue, il devenait un enfant. Il n'avait plus prise, il n'avait plus on va dire les forces que quelqu'un a normalement face à ça. Ça, c'est quelque chose qui est hyper prégnant en lui. Pour moi, c'est un homme-enfant. Enfin, c'est quelqu'un qui a pas eu d'enfance, et donc du coup qui s'est rattrapé après. C'est-à-dire qu'il a été, il était adulte-enfant, enfin, ou enfant-adulte. Et d'ailleurs, ça se voit sur certaines photos. Il y a la photo de l'affiche du film où on le voit derrière un rideau. Il a un regard d'enfant, en fait. Il a un regard perdu. Mais c'est un regard d'enfant. Et quand on le voit dans certains films, il a encore vraiment, même jusqu'à la fin, ce regard de gamin. Il a un rire de gamin. Et c'est quelqu'un qui était très drôle aussi dans la vie. Je veux dire, il n'était pas que glauque et dépressif. Hein. Et qui a un rire d'enfant, qui adorait, qui brûlait la vie, qui aimait s'amuser. Et pour moi, c'était un enfant. C'est ça aussi ce que vous venez de dire, qui est très beau, ce que vous venez de dire. C'est que pour beaucoup de spectateurs, Patrick Devers, c'est aussi un acteur comique. C'est-à-dire un acteur capable, même dans Le Juge Fayard ou dans Adieu Poulet, ou de faire surgir le comique, probablement hérité aussi du café-théâtre, hein, du Café de la Gare. Il arrive à les distiller à ça. C'est pour ça que il y a une phrase dans votre film où Brigitte Fossé disait il a un don de Dieu. Hein, il a un don de Dieu, mais en même temps, ce qu'il fait, on ne peut pas le faire en permanence. Sous-entendu, sa fin était écrite. Et il y a Blier, Bertrand Blier, qui dans le film dit c'est l'acteur comique le plus drôle qu'il ait connu. C'est-à-dire qu'il était plus drôle que tragique. Et pour ça, il fallait vraiment le voir au Café de la Gare. Il était à hurler de rire. Enfin, et le Café de la Gare... On le voit dans votre film. Et on le voit dans mon film, oui. Il y a des extraits où voilà, il se lâche complètement. Et c'était la plus belle période de sa vie, d'ailleurs, le Café de la Gare, parce qu'il était en liberté totale. Il n'y avait pas d'enjeu. Alors, je ne sais pas si on vous a beaucoup relancé sur ce que je vais vous dire, mais moi, j'ai été obligé de faire un machine arrière quand j'ai vu votre film, parce qu'à un moment, on lui demande ce qu'il veut faire plus tard, et il dit « Je voudrais être opérateur ». Moi, je comprends, chef opérateur, c'est ça ? C'est ça. Il voulait être dans le cinéma. Et puis alors, il y a d'autres archives où il dit je voulais être ingé du son, enfin voilà, ingénieur son. Enfin, il voulait être dans le milieu du cinéma. Il voulait être en fait technicien. Il voulait être derrière la caméra et pas devant. Et il détestait être acteur. C'est c'est dit dans le film. Il en faisait des cauchemars. Sa mère l'a poussé. En fait, ses parents étaient au chômage. Et ils ont fait trimer toute la tribu des enfants. Donc c'était vraiment des Thénardier à l'époque. Hein. Ils étaient connus pour ça. Il y avait tous les âges. Ils étaient 6. Et c'était un peu comme les frères Dalton. Donc dès qu'ils en voulaient un de 12 ans, ils allaient chercher le grand. Et puis si un autre réalisateur voulait un gamin plus petit, il prenait le petit frère. Enfin, c'était ça, quoi. Et ils déclinaient comme ça.
Et il les poussait sur les planches. Patrick Devers était plus ou moins déscolarisé. Il était au théâtre sur les planches dès l'âge de 4 ans ou dans des feuilletons télé. Et il ne voulait pas. Et en plus, il se considérait comme étant très mauvais, comme le moins bon de tous les frères. Il y a aussi cette rivalité qui est née avec les frangins qui fera que plus tard, il aura eu cette même rivalité avec Gérard Depardieu. Et ça, c'est quelque chose qui est fascinant dans le parcours de Patrick Devers. C'est que toutes ces névroses d'enfance qui sont déclinées dans le film, il les reproduit, c'est-à-dire qu'il passe sa vie à reproduire ces névroses d'enfance toute sa vie. Le manque de confiance en soi, se comparer avec meilleur que soi, le rapport avec les femmes, le rapport avec sa mère, etc. etc. Et tout ça, ou le fait de se mettre dans des rôles absolument impossibles. Quand vous voyez le film Beau-père de Bertrand Blier, où il joue avec une gamine de 14 ans, seins nus, etc., quand on sait qu'il a été violé toute son enfance, on se dit comment Patrick Devers a pu aller se mettre dans un rôle pareil. Et en fait, il va chercher à chaque fois des névroses de son passé. Il y a 10 jours, j'ai interviewé au festival de Deauville le biographe de Robert Redford. Et Robert Redford lui dit, il y a des acteurs qui pour jouer, font venir l'extérieur dans l'intérieur, et d'autres qui font venir l'intérieur depuis l'extérieur. Soit on se remplit, soit on se vide. Et dans votre film, je crois que Devers dit, mais moi, j'ai pas besoin d'essayer de me mettre à la place du personnage que je joue. Je m'ouvre, comme s'il ouvrait son poitrail, comme s'il ouvrait son âme. Il y a suffisamment de choses dedans pour que les personnages y rentrent. Ah, complètement. Et c'est Francis Hutter qui, dans le film, dit justement que il arrache le costume du personnage, il les met tous derrière, et c'est Patrick Devers qu'on voit, en fait. Et il le dit, hein, Patrick Devers, dans Série Noire, il dit, mais attendez, en fait, c'est moi. Franck Poupart, dans Série Noire, j'ai pas besoin de l'inventer. C'est moi, c'est ce que je ressens, c'est ce que... Alors, évidemment, après, il y a la part de jeu, hein, mais il va puiser au fond de lui toutes ses souffrances d'enfance pour interpréter des rôles incroyables. On va écouter un second extrait. Je suis un enfant né dans une poubelle, disais-tu. Chaque fois que j'ai un problème, dire tiens, comment je pourrais faire pour avoir l'air heureux dans telle situation et tout ça, je pense à ma mère. Elle doit être contente. Elle va être ravie. Elle va être ravie de voir comment je la vois. Elle va être sur le cul. Mado, ta mère, ma grand-mère. Une femme que j'ai bien connue. Après ta mort, elle a raconté partout que ma mère était responsable de ton suicide. Mais ça, c'était pour cacher la vérité. Cette terrible vérité. Trop lourde à porter. Mado Morin a voulu avorter oui. de Patrick Devers. Et dans Série Noire, quand il s'apprête à tuer son épouse, jouée par Myriam Boyer, lui dit « Mais je suis enceinte ». Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de choses comme ça. Par exemple, dans Série Noire, il y a une scène où il frappe Myriam Boyer et il la tape sauvagement et elle finit dans la baignoire. Et c'est une scène qu'il a été chercher dans son enfance. C'est-à-dire que quand il a voulu demander à sa mère qui est mon père, et que Mado Morin lui a refusé de lui répondre, alors qu'elle avait une photo de son vrai père cachée dans un tiroir qu'elle ne lui a jamais montré et qu'elle publiera dans un livre quelques années après la mort de Patrick Devers. La photo est dans le film. Patrick Devers est devenu dingue, parce que son petit frère Dominique venait à l'instant de lui dire « Écoute, c'est drôle, on se ressemble pas, mais j'ai surpris une conversation. En fait, je dois te dire un truc, je viens d'apprendre que notre père n'est pas le tien. Donc on est demi-frères, mais... » Donc il a pété un plomb, il était voir Mado Morin, qui a refusé de parler, et il l'a tabassé, et il l'a mis... Donc il l'a tapé, elle est tombée par terre, il a roué de coups, et il explique que pour Série Noire, il s'en est inspiré, c'est revenu pour la scène où il frappe Myriam Boyer. Donc il avait comme ça des sursauts de son enfance, on en parlait à l'instant, pour nourrir ses rôles. Il avait juste à aller chercher des souvenirs. Un jour, on a appelé Jack Nicholson au téléphone, il a décroché, et on lui a appris que sa mère n'était pas sa mère, mais sa mère était sa grand-mère. C'est dans le livre d'Angelica Houston, qui a longtemps été son épouse. Et à partir de là, quand il a perdu pied dans ses propres racines, Jack Nicholson a joué Shining, Vol au-dessus d'un nid de coucou. L'influence de la vraie vie, de l'intimité aussi, peut-être sur le choix des rôles. Ce qu'il y a de bon.
ce qui est très beau dans le parcours de Patrick Devers, c'est qu'il s'est mis en danger. Il dit, il a fait beaucoup de premiers films. Il a gagné plus d'argent avec des projets auxquels il croyait un peu moins que ceux qui lui tenaient à cœur et qu'il a fait de manière presque bénévole. C'est ça, tout à fait. Et par exemple, c'est lui qui a fait en sorte que le film de Claude Miller se fasse La meilleure façon de marcher, qui a un rôle absolument incroyable. Claude Miller n'avait pas d'argent, très peu pour faire le film, et Devers a dit, je te le fais gratos, en fait. Il l'a fait quasiment gratuitement. Il voulait absolument que le film se fasse. Il adorait les premiers films, il adorait donner sa chance aux jeunes. C'était pour lui très touchant. Oui, c'est que Patrick Devers, c'est ce qui en fait pour moi l'un des plus grands acteurs de sa génération. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'inventer quoi que ce soit. Il va vraiment puiser en lui et ses rôles lui ressemblent. Enfin, il les choisit quand même. Donc... c'est quand on voit Série Noire, quand on voit Un mauvais fils aussi. C'est un mauvais fils de Claude Sauté, où c'est un rapport tendu avec un père. Ça rappelle les problèmes qu'il a avec son père. Enfin, voilà, c'est une cascade comme ça de névrose. Depardieu, je crois, avait été envisagé pour Un mauvais fils, et Sauté s'était tourné vers Devers à cause aussi de son passé de toxicomane. Alors, dans cette émission, Alexandre, il y a un rituel, c'est l'analyse des yeux de nos invités. Et pour la première fois, cette analyse va se faire sur quelqu'un qui est mort, Patrick Devers. C'est Anne Bounex, une clinicienne spécialiste du métalangage qui, depuis 1 an, regarde des captures d'écran, de regard. Parfois, elle ne reconnaît pas la personne, parfois oui. Pour cette analyse, j'ai demandé à la comédienne Anne-Laure Morin de partager ce texte sur le regard de Patrick Devers avec moi. Vous voyez ce regard et quelque chose vous dit que ses yeux font bonne figure, mais sont nerveux. Il la joue à la mine de, traverse l'espace au plus vite, sans vouloir déranger ni être dérangé, et précisément c'est ce côté hâtif qui vous retient, vous émeut et vous interroge. Dans les premiers instants de la rencontre, vous avez l'impression d'assister à une éclosion fragile et délicate. Devant vous, un regard ébahi comme un oisillon qui sort de sa coquille craquelée, se sent nu dans ce monde. Ce monde, il ne le fuit pas, mais il n'est pas sûr d'y trouver une place, alors il fait bonne figure. Lui, il vient d'ailleurs. Il ne sait pas trop d'où, mais d'ailleurs. Il se sent béotien dans ce trop grand espace, ni chaud ni froid, qui s'appelle le réel. Sans phare, mais pas sans affect, il circule dans ce monde plutôt vite, comme pour éviter de s'y cogner. Ses yeux pétillants savent qu'ils n'ont pas de grille de lecture raffinée, apprise dans des psychomagazines ou ingurgitée dans des universités bavardes. Ses yeux, ils se savent bruts, plutôt maladroit dans le tête-à-tête. Alors, il s'expose tel quel, sans arrogance, mais toujours vite et à vif. Il voit, il regarde et puis, no comment. Pourquoi chercher midi à 14h ? Ce regard est dans la fourmilière, alors il est fourmi. Mais il va plutôt jouer à la fourmi, pour se mettre à la fois dans et au-dessus de la fourmilière. Il n'a pas l'instinct grégaire. C'est un homme comme les autres, sauf qu'il se met à distance, se ressent différent, et ne cherche pas à commenter. Ce silence plat, cette façon d'avoir l'air, amène de prendre tout comme ça vient. Tout cela prête à sourire et interroge quand vous observez ce regard. On se sent devant une porte close, mais avec pourtant un verrou mal fermé. On entend des bruits derrière la porte, et peut-être est-ce une façon de nous inviter à rendre sans rien nous demander. Ses yeux ne sont ni gais ni tristes, il regarde à cru, comme le cavalier monte à cru, cru de toucher, cru du sensible, insensible à vif. Ce regard exprime un calme bouillonnant, à la manière du chaton devant sa première souris. Paradoxal ressenti entre tendresse et coups de griffe, entre caresse et coups de poing. Oui, qui ne dit mot consent pas toujours. Ce regard voit, constate, mais ne signe pas de blanc-seing. Il appartient au monde, mais ne compte pas co-signer n'importe quelle page. Il peut s'extraire brutalement de l'enclos policé des politesses conjoncturelles. Sa météo oculaire peut changer comme météo au mois d'août. Il peut ne pas aimer du tout ce qu'on lui donne à voir, et une foudre peut alors exploser dans les tumultes du mal refoulé. Au quotidien, le regard est pourtant tranquille, mais dans les profondeurs de l'iris, un baluchon bien serré contient ses secrets, sa chamade et son orgueil, et il ne faut pas y toucher, sous peine de recevoir un regard coupant, comme un sabre japonais. Le regard devient art martial, engageant la totalité de l'être, le corps et l'âme. Voilà donc ce qu'évoque ce regard plein de paradoxes, un subtil et délicat mélange d'adhésion et de refus, de calme plat et de tempête disruptive. C'est selon la vie et surtout selon les humeurs qu'elle provoque. C'est un regard de funambule apprenti sur le fil de la vie.
Il file avec fluidité, mais la chute est possible. Et c'est ce qui le séduit plus que tout. Merci beaucoup, Anne-Laure. Funambule, c'est bien, hein, c'est ça. Hein. Il a fait le funambule dans Adieu Poulet. Il marche sur un filin un moment pour se sauver. En fait, c'était le petit cadeau aussi de Anne Bounex et de cette émission à Lola. Parce que je ne sais pas si quelqu'un a déjà analysé les yeux de son papa. Non. Ce que j'ai trouvé très parlant, c'est le mélange de tendresse, sauvagerie, le chat, la souris. C'est-à-dire que Patrick Devers était comme ça. C'était, on le voit dans Coup de tête. Pour moi, Coup de tête, c'est le film le plus représentatif de Patrick Devers. Et Lola adore ce film. C'est presque un documentaire sur Patrick Devers, en fait. C'est qu'il y a tout. Il y a à la fois la sauvagerie, il y a à la fois, il est drôle, il est romantique, il est touchant, enfin voilà, c'est un complet Devers. Tout à l'heure, vous avez mentionné le film La meilleure façon de marcher. Je vous ai pas prévenu, mais j'avais choisi un extrait de ce film qu'on ne retrouve pas dans votre documentaire, mais qui m'avait beaucoup troublé à l'époque. Il y a aussi les petits services. Oui, je disais... les petits services qu'on peut se rendre, que tu peux me rendre. Bien sûr, ça va te venir. Ça va mieux en le disant, hein. Oui. T'es d'accord alors? Oui. Mais... Enfin, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux que je te rende service? Bon, ça n'a pas d'importance. Je sais pas. Enfin, je sais pas encore. Mais ça peut venir. Puisqu'on est amis maintenant. On peut toujours avoir besoin de quelque chose, alors c'est bien de pouvoir compter sur quelqu'un. La meilleure façon de marcher, de Claude Miller. Deux moniteurs de colonies de vacances, l'un joué par Patrick Devers surprend l'autre habillé en femme avec des bougies et le harcèle pendant toute la colonie de vacances. Joué par Patrick Bouchité. Par Patrick Bouchité, vous faites bien de le dire. Est-ce que vous, dans l'adolescence, Alexandre Moix, il y a des choses inconsciemment que vous avez chopées de Patrick Devers? Oui, il y a beaucoup de choses. Alors, moi, je l'ai découvert à 17 ans. Et je l'ai découvert dans Coup de tête. Une cassette vidéo qui traînait, j'ai mis Coup de tête. Parce qu'en fait, Patrick Devers, je me souviens quand j'étais gamin, je devais avoir 10-12 ans, il y a un film qui était passé, qui était Paradis pour tous. Il y a des scènes de nu où il est à poil avec Fanny Cotenson. Et j'ai cru que c'était un film de cul, en fait. Et pour moi, Devers était sulfureux pour ce film, mais aussi j'avais su qu'il s'était suicidé, enfin que c'était un mec glauque. Bref, il avait toute une aura autour. Et donc j'avais un peu peur de Patrick Devers. Et je tombe sur cette cassette qui est chez mes parents, j'enclenche Coup de tête, et là c'était un choc absolu. Je me suis bidonné pendant 1h30, et j'ai vu un mec qui en fait ne jouait pas. C'est-à-dire que je sentais il mettait ses tripes sur la table, et je sentais une fragilité en lui incroyable. Et j'ai eu une empathie en fait pour cet acteur immédiatement. Et je me suis dit, il y a quelque chose, enfin... Il incarnait une puissance, une violence, mais en même temps, dans le même moment, une tendresse incroyable. On avait envie de le prendre dans ses bras, enfin, et dégager une espèce de liberté, c'est-à-dire de désinvolture où tout est possible. Enfin, il repousse les limites dans ce film. Et j'ai vraiment découvert Patrick Devers. Et ensuite, à l'époque, c'était que des VHS, donc c'était dur de trouver les films. Et puis, je suis tombé sur Série Noire. Et là, il y a eu un avant et un après Série Noire. Et là, je me suis dit, waouh, c'est la puissance de jeu de ce mec est incroyable. Et il n'y avait pas l'équivalent. Et je pense qu'il n'y a toujours pas l'équivalent, en fait. Dans votre film, on apprend que Francis Huster lui-même a été violé, comme Jean-Hugues Anglade. Ce qui est frappant avec Patrick Devers, c'est que quand on apprend ça, on se dit, mais comment ce grand gaillard-là a-t-il pu ne pas plus surmonter ça? On a toujours ce regard de lui, super baraqué. D'ailleurs, il était tellement baraqué que Blier a hésité à le prendre pour Les Valseuses, parce qu'il trouvait qu'il était à peu près aussi baraqué que Depardieu. Mais si on regarde bien, la sexualité est souvent très trouble dans les films dans lesquels il joue. Je sais que Les Valseuses font rire beaucoup de gens, mais moi, j'oublie pas cette séquence où on comprend à demi-mot que Gérard Depardieu a fait l'amour avec Patrick Devers. Et Devers lui dit « Je me sens humilié ». Et on comprend très bien ce qui s'est passé. Et dans votre film, il y a une séquence qui a été forte pour moi. C'est quand il dit qu'avec sa propre fille,
dans la vie, Oui. il faut qu'il fasse gaffe. Oui. Parce qu'on sent qu'il peut y avoir un rapport très fusionnel Oui. et qui prépare beau-père. Mm. Donc tout ça, c'est aussi ce qui fait la force, la grandeur et le trouble de cet acteur. Ça, c'est intéressant parce que je vous parlais des pépites, de la chasse au trésor du documentaire. Et là, dans celui-là, j'ai retrouvé des inédits absolus. C'est-à-dire que je me suis dit, les journalistes de l'époque, qui ont fait tous les articles papier à Première, Marc Esposito et Bernard Alès, pour Ciné Revue, qui ont fait les meilleures interviews de Patrick Devers, l'ont nécessairement enregistré pour faire leur papier. Et je me suis dit, mais ça se trouve, ils ont les cassettes. Donc je les ai appelés. Eux-mêmes ne savaient pas qu'ils les avaient. Ils ont cherché chez eux et ils avaient des cassettes de Patrick Devers, des off. Et j'ai écouté toutes ces cassettes. C'est absolument génial. J'ai évidemment pris le nectar et ce qui était le plus audible surtout. Et on entend un Patrick Devers qui, pour la première fois, s'exprime lui-même sur ses blessures d'enfance, etc. Sur Depardieu, voilà. Et il y a un moment, il parle de sa fille, justement, de Angèle, et donc la fille qu'il a eue avec Miu Miu, et d'autres qu'il avait manifestement, dans l'archive, je le montre pas, mais moi j'ai écouté, donc, manifestement, il en avait perdu la garde. Bref. Et du coup, il l'a de temps en temps. Il se méfie de lui-même, en fait. C'est-à-dire qu'il se dit, et à un moment, on l'entend dans l'archive, je suis très amoureux de ma fille, c'est ma bonne femme, je vais la trimballer partout, de toute façon, j'ai qu'elle. Elle est mieux que toutes les autres. Et d'ailleurs, il faut que je fasse gaffe, parce que quand même, quand je suis avec elle, il faut que je me méfie, quoi. Et pendant le montage, avec mon monteur, on s'est regardé, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, en fait? Et l'archive continue. C'est-à-dire qu'évidemment, j'ai pas tout monté. Et j'en ai parlé à Lola, et voilà, elle m'a dit, oui, je pense qu'il devait avoir peur de lui-même, étant donné ce qu'il a vécu. Mais c'est très fort que ça soit dans votre film. Quand Serge Gainsbourg prend Charlotte pour faire Lemon Incest, c'est un spectacle, c'est un clip, on devine, mais c'est atténué par le pouvoir de la musique. Quand on entend ça dans votre film, on se le prend en pleine poire. En fait, ce qui s'est passé avec Patrick Devers, je pense que ça doit être peut-être commun à tous les adultes qui, du coup, dans leur enfance, se sont fait violer. C'est que Patrick Devers avait un problème avec la sexualité, c'est que quand il avait raconté ça à sa femme, c'est quand il était enfant, donc il se faisait violer, mais il avait du plaisir, et donc il ne savait plus où était le curseur plaisir. C'est-à-dire que du coup, où était le plaisir, c'est quoi le plaisir, en fait, sexuel? Et donc, ça lui faisait péter un plomb, adulte. C'est-à-dire qu'il ne savait plus où il en était. Donc c'est terrible. Enfin, c'est un parcours absolument incroyable. On se demande même pourquoi Patrick Devers a tenu aussi longtemps. Pourquoi il s'est pas même foutu en l'air avant. Enfin, c'était presque... il le dit, Francis Huster, dans le film, c'était son destin, c'était écrit. Et il a eu la force, quand même, d'aller jusqu'à 35 ans. Les valseuses étaient interdites au moins de 18 ans aujourd'hui. Ça passe sur France 2 quasiment comme une lettre à la poste. Série Noire, moi je me souviens quand j'étais jeune, était interdit au moins de 18 ans. Hein. Le film d'Alain Corneau, il fallait montrer sa pièce d'identité. Là, c'était pas les problèmes, c'était pas les questions de hippie hyper sexualisées. C'était quasiment le voyage au bout de la nuit, ce film. Hein. Et on en parle beaucoup dans votre documentaire. J'ai choisi un autre extrait du film d'Alain Corneau. Allez. Eh, viens, Mona. C'est le grand jour. On va aller faire la fiesta au clair de lune, sous les cocotiers. Tout va bien, je l'ai, hein. J'ai l'argent. Il y en a plein la valise. Tout va bien maintenant. On n'a plus rien à craindre, Mona. Hein, Mona? Dis-le-moi qu'on n'a plus rien à craindre. Dis-le-moi, Mona. Dis-le-moi qu'on n'a plus rien à craindre. On n'a plus rien à craindre. Dis-le-moi qu'on n'a plus rien à craindre. Allez, dis-le-moi, on n'a plus rien à craindre. Dis-le-moi. Dis-le-moi. On n'a plus rien à craindre. On n'a plus rien à craindre maintenant. On n'a plus rien à craindre maintenant. On n'a plus rien à craindre maintenant, Mona. On n'a plus rien à craindre maintenant. C'est la fin de Série Noire, hein, et la sérénade au clair de lune, c'est une allusion à Moonlight Fiesta de Duke Ellington. Vous fumez, Alexandre Moix? Du tout. Vous savez que sur les paquets de cigarettes, il y a marqué « Fumer tue ». Faire du cinéma tue. Marie Trintignant et Patrick Devers sont morts. Alors moi, oui, c'était le premier rôle de Marie Trintignant. Alors moi, ce qui me
je viens d'écouter Patrick Devers. J'avais jamais regardé le film sans l'image, en fait. Et quand on entend juste le son, c'est fascinant. Parce qu'on n'a pas l'impression du tout qu'il joue. C'est-à-dire que vous enlevez l'image et en fait, c'est pas un film, c'est Patrick Devers qui parle. C'est fascinant de l'entendre juste comme ça. On n'a pas l'impression que c'est un dialogue de film. Et c'est assez bouleversant de juste l'entendre. Tout à l'heure, vous avez dit, on se demande comment il a tenu si longtemps. J'ai envie d'inverser le théorème. C'est peut-être grâce au cinéma qu'il a pu tenir aussi. C'est en pouvant exorciser ses démons. Moi, je me souviens que William Scheller, le musicien, m'avait dit un jour, il m'a dit, nous les artistes, même quand c'est terrible pour nous, on n'a pas le droit de se plaindre. Parce que si ça va pas, on fait une chanson et quelques semaines après, il y a des centaines de milliers de gens qui peuvent l'écouter, écouter notre cri. Tandis que si t'es n'importe qui, va-t'en appeler ton voisin à 3h du matin pour lui dire que ça va mal. C'est yin et yang, hein, la carrière de Patrick Devers. Il a été assommé par certains de ses rôles, mais ces rôles lui ont permis aussi peut-être de se forger une identité. Il n'avait plus que ça. Il n'y a que ça qu'il tenait. En plus, il le disait lui-même. Quoi faire d'autre ? Il est sur les planches depuis l'âge de 4 ans. Il ne savait rien faire d'autre. Alors, il a essayé la musique, parce que ça, dans sa carrière, c'est important aussi. Il a voulu quitter le cinéma, parce qu'il en avait marre de tous ses rôles. Et puis, en plus, les journalistes, il avait tapé un journaliste, et les journalistes faisaient des articles en parlant du film sans parler de Patrick Devers. Donc, ils l'ont boycotté. C'est-à-dire que vraiment, c'était fini pour lui, blackout. Et il s'est dit, moi, je vais me lancer dans la musique. C'était son grand rêve. Depuis gamin, il jouait du piano, il est autodidacte, il avait fondé un groupe. Et son grand rêve, il a d'ailleurs fait 2 45 tours, mais malheureusement, c'était un bide total. Et ça aussi, ça lui en a mis un coup derrière la tête. C'est-à-dire que non seulement le monde du cinéma ne voulait pas de lui, en tout cas, selon lui, hein, parce qu'il avait été nominé 5 fois au César, il n'a jamais rien eu. 1 fois à Cannes, il n'a jamais rien eu. Donc il s'est dit, en fait, je vois rien, je vais faire de la musique, ces 45 tours sont des bides, j'ai une voix pourrie, donc en plus la musique c'est mort. Je suis condamné à faire du cinéma. Je ne peux rien faire d'autre. Et il avait raté 12 fois son permis de conduire. Oui. Je voudrais qu'on écoute un dernier extrait issu de votre documentaire, Alexandre Moix. Heureusement, t'avais des amis. Jean-Jacques Hano t'adorait. Vous avez eu un vrai coup de foudre. Un coup de foudre qui s'est transformé en coup de tête. L'histoire d'un joueur de foot qu'on accuse de viol à tort et qui se venge après avoir marqué un but. Coup de tête, c'est comme un documentaire sur toi. Qu'est-ce que t'es beau. Un félin à tête d'enfant. T'es mal aimé et pas reconnu. Comme dans la vie, quoi. J'aime savoir que des gens comme Jean-Jacques Hano t'entouraient de leur affection. Dans cette maison de campagne où tu te réfugiais parfois, il y a un tas de souvenirs de toi. Jean-Jacques a rien touché. C'est comme si t'étais venu la veille. Il aimait sortir de Paris, il aimait... Je venais d'acheter cette maison. À l'époque, j'avais caché une clé pour lui. La clé, je ne garantis pas qu'elle soit toujours là, mais elle était là. Pour lui, je pense qu'elle est tombée dans cette fente-là. Et voilà, ça a été notre petite cachette. Quand Patrick venait ici, il jouait au ping-pong et puis il se reposait. Il allait pêcher à la ligne. Ça le détendait, il prenait ma bagnole, enfin, mais il jouait aux paysans. Et j'aimais savoir qu'il venait à l'improviste, quand il en avait besoin. Jean-Jacques Hano, dans votre film, Alexandre Moix, à peu près au même moment où Depardieu jouait Loulou de Piala, où se coupait le sexe dans La dernière femme de Marco Ferreri. Paradoxalement, lui, Patrick Devers, cherchait des réalisateurs, j'allais dire, plus paternels, plus rassurants. Il voulait beaucoup tourner avec Claude Sauté. Et là, donc Jean-Jacques Hano pour coup de tête, est-ce que vous pensez qu'ils cherchaient chez eux une figure du père qu'il n'avait pas eu dans sa vraie vie? Oh, c'est certain, surtout avec Claude Sauté. Et puis il lui avait dit, t'es vraiment le père que j'aurais rêvé d'avoir. Alors, ils avaient des frictions, parce qu'en plus, Claude Sauté était la génération avant. Lui, Devers, c'était la génération de 68, donc il paraît qu'ils s'engueulaient sur le tournage et tout, mais de bonne guerre. Et Claude Sauté était le père que Devers aurait voulu avoir. Chez Claude Lelouch aussi, il y a eu un peu de ça. Chez Blier. Alors après, ils étaient aussi très amis.
Avec Jean-Jacques Hano, ils avaient le même âge, donc c'était pas le père, c'était plus vraiment. Ils sont très bien entendus. C'était une très belle séquence d'avoir tourné chez Jean-Jacques Hano. Moi, c'est mon film préféré, Coup de tête. C'est vraiment, il y a tout Devers dedans. Et Jean-Jacques Hano compare beaucoup. Jean-Jacques Hano qui a tourné avec les plus grands, à Brad Pitt. Grands acteurs. Il compare Devers à Brad Pitt pour certaines fêlures, et il dit que Patrick Devers est l'acteur qui est au sommet de l'échelle, quoi. Mais sauf erreur de ma part, Brad Pitt n'a pas encore tourné son Série Noire. Non, ça peut peut-être venir. Est-ce qu'il n'y a pas un Patrick Devers des villes et un Patrick Devers des champs? Moi, j'oublie qu'il n'est pas parisien, il est breton. Tout à fait, il est né à Saint-Brieuc. À Saint-Brieuc, il est enterré près d'Angers. À Saint-Lambert-du-Laté, ouais. Et donc, cette séquence qu'on a entendue chez Jean-Jacques Hano, c'est peut-être aussi l'idée que la drogue, les tentations, Paris, quoi. Et il suffit de prendre un chemin de traverse pour se reconstruire. Ouais, mais je pense que Devers était très citadin, très parisien. Il faisait des bringues jusqu'à 6h du mat avec Gainsbourg, avec Yves Simon. Il avait pour meilleur ami Coluche. On sait ce qui s'est passé à la fin, mais après, ils étaient dans un univers de drogue, de sortie. C'est quelqu'un, Patrick Devers, qui aimait bringuer. Je pense qu'il s'emmerdait vraiment à la campagne. Il venait de temps en temps se ressourcer un peu, ouais. Je sais que Jean-Jacques Hano lui laissait effectivement cette clé, il venait quand il voulait, et il en avait besoin, ouais. La clé sous la porte, pour reprendre le titre d'un film dans lequel il a joué. Il y a 2 ou 3 ans, on a reçu le premier guitariste du groupe Police, Henri Padovani, et qui nous expliquait qu'il avait hébergé dans sa maison en Corse Topper Headon, le bassiste, je crois, le guitariste du groupe Les Clash. Et cet homme qui avait grandi sans arrêt dans la ville, il découvrait la campagne, les Corses, la tranquillité, il a arrêté de se droguer et il est reparti. Il est reparti de plus belle. Alors, on va maintenant donc accueillir Tanaïs Vienne. Bonsoir Tanaïs Vienne. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une jeune comédienne prometteuse. Je préfère être honnête avec nos auditeurs et nos auditrices. Quand je vous ai proposé de venir parler de ce film sur Patrick Devers, vous m'avez dit Patrick qui? Oui, c'est vrai, je le connaissais pas. Mais c'est vraiment ce que je me suis dit quand j'ai vu le documentaire, c'est que j'espère que les jeunes qui ne le connaissent pas comme moi, et les plus jeunes encore, auront envie de découvrir toute cette époque-là du cinéma et tous ces acteurs, surtout lui particulièrement, parce que je trouve que c'est une vraie claque qu'on prend avec ce documentaire-là. Qu'est-ce qui vous a frappé, ou si vous avez une question pour Alexandre, notre invité? Moi, c'est vrai que je me demandais du coup, qu'est-ce que vous, avec ce documentaire, vous aviez envie, en plus de la relation amicale que vous avez avec sa fille et de vouloir créer un film où elle lui parle, qu'est-ce que vous avez eu envie de transmettre en refaisant un film sur lui, à part le fait, comme vous avez dit, que vous n'aviez pas tout dit, mais est-ce qu'il y avait quelque chose en plus que vous vouliez que le monde voit par rapport à lui en réalisant ce film? C'est exactement ce que vous veniez de dire à l'instant, c'est-à-dire d'en remettre une couche pour que l'acteur ne disparaisse pas, tout simplement, et que les nouvelles générations puissent le redécouvrir. Je suis très heureux de ce que vous me dites, parce que ça, enfin, c'est le but d'un documentaire, c'est de réhabiliter des gens qui disparaissent et de ne pas les oublier, de faire en sorte qu'on va les redécouvrir. Je sais qu'au Festival de Cannes, j'avais un public très jeune, beaucoup de gens entre 20 et 25 ans qui ne connaissaient pas Patrick Devers, donc ils étaient au début sur Wikipédia avant la séance, et à la fin ils sont venus me voir en disant mais on a pris une claque et on veut absolument revoir tous ces films. Et je me suis dit, ma mission accomplie en fait. J'ai rendu hommage à Devers. C'est pas juste pour me faire plaisir. C'est mon métier, c'est une passion, mais c'est parce que du coup voilà, c'est aussi pour Patrick Devers, et que Patrick Devers puisse. Brigitte Fossé me l'a dit encore hier. Elle m'a dit j'espère que les jeunes vont vraiment redécouvrir le film, et enfin surtout là, du coup l'acteur. Et je me dis mission accomplie, c'est chouette. C'est chouette pour lui, parce qu'il le mérite. C'est vraiment un grand acteur du patrimoine. C'est comme Gabin.
Harry Bor, pour ceux qui connaissent, encore plus loin que Gabin, et voilà, des grands acteurs en fait, des Jules Berry, parce qu'un jour on oubliera tous ces gens-là, je suis sûr que Belmondo on l'oubliera, dans 50 ans peut-être qu'Alain Delon l'oubliera aussi, donc c'est bien que de temps en temps des réalisateurs documentaires soient là pour réhabiliter tous ces gens et faire perdurer la mémoire. Anne-Laure Morin, parlez-nous de votre lien au film d'Alexandre Moix. Moi, ce sont des impressions. Enfin, déjà, en le voyant, je me suis dit, un peu de bienveillance, ça fait du bien. On se dit, quand on voit c'est la violence inouïe, physique et morale qu'il a eue dans son enfance, c'est juste dingue. La mère qui voulait se suicider enceinte de lui, avorter, déjà rien que ça, c'est pas anodin, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Tu m'emmerdes, vis ta vie, on entend ce qu'elle dit, elle dit ça dans le documentaire, c'est juste incroyable. Alors qu'il avait 5 ans. Tous les mensonges au sujet de son père, enfin, la liste est très très longue, l'exploitation des enfants dans le travail, mais oui, comment on tient, la mère qui les battait, les attouchements sexuels et viols à répétition, en plus, c'est pas une fois, c'est à répétition, intrafamilial, l'inceste, donc... D'ailleurs, vous remarquerez que dans le documentaire, il est jamais dit qui est le violeur, hein. Oui, on le devine, donc je suis restée vraiment pudique. C'est ça que j'aime bien, la pudeur et on voit vraiment le côté sombre, la noirceur, mais on tombe pas dans le pathos, et puis il n'y a pas de voyeurisme, enfin c'est super bien. C'est un très très bel hommage, aussi pour lui, effectivement, il le dit dans le documentaire qu'il n'avait pas eu de prix, et donc là, vous êtes à Cannes avec le documentaire, c'est chouette aussi pour lui. Vous et sa fille lui envoyer de l'amour, quoi. Donc, je me dis, voilà, de la bienveillance, de l'amour, c'est tout ce qu'il n'a pas eu, quoi, par rapport à toute cette injustice qu'il a connue. Moi, ce qui m'a frappée, c'est que j'ai vu il y a quelques années le documentaire d'Alice Schwarzer, journaliste sur Romy Schneider, Conversation avec Romy Schneider. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'ils sont nés tous les deux en 82. Ils sont morts. Ils sont morts, tous les deux en 82. Elle révèle aussi un inceste dans ce documentaire-là, le travail imposé par la mère. Quand même, j'ai trouvé qu'il y avait, le parallèle était incroyable en termes d'intimité dans leur parcours leur vie personnelle. Puis il y a aussi la rencontre fusionnelle avec Claude Sautet. En fait, c'est la rencontre avec Claude Sautet qui m'a interpellée. Je me suis dit, tiens, ça me rappelle... voilà. Et donc, voilà, un documentaire où elle aussi, avec beaucoup de bienveillance, voilà, ils sont plus trahis, ils sont aimés, quoi. Moi, c'est ça que je retiens. Et alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que je sais que Patrick Devers adorait Romy Schneider. Finalement, Patrick Devers est le Romy Schneider homme, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une grande similitude. Étonnamment, ils n'ont jamais tourné ensemble. Ils avaient failli tourner ensemble dans Un mauvais fils. C'est-à-dire que Romy Schneider voulait absolument le rôle de Brigitte Fossé. Donc la libraire là, qui se drogue, elle voulait absolument jouer avec Patrick Devers aussi. Et c'est Claude Sautet qui n'a pas voulu parce que il pensait que du coup les deux stars ensemble, il voulait vraiment axer le film sur Patrick Devers. S'il y avait eu Romy Schneider, ça aurait un peu brouillé le message entre guillemets. Donc il a pris Brigitte Fossé qui est extraordinaire. Hein. Mais voilà, on a failli avoir un film avec les deux. Et je pense que ça aurait été extraordinaire. Ouais, je me suis demandé, en termes d'intensité. Ils se ressemblaient complètement. Mais c'est ça. Et donc je me suis dit, mais tous les deux, ils ont cette... Ils sont suicidés tous les deux. Oui, aussi. À 3 mois d'intervalle. Ouais, c'est dingue. Et le parallèle m'a frappée. Et dans leur jeu, la pureté, la sincérité, l'intensité de leurs interprétations. Et je me demande si c'était pas lié à cette espèce de besoin vital de sincérité, d'authenticité, de rééquilibrer la balance par rapport à tant de mensonges, quoi, en fait, qu'ils ont connus, qu'ils ont dû encaisser enfants, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis je pense que Romy Schneider, on parlait des rôles, de soi-même dans les rôles. Romy Schneider était comme Devers, c'est-à-dire que c'était Romy Schneider qui, elle interprète pas, elle joue pas, elle est elle-même en fait. Ouais. Et elle se nourrit de toutes ses blessures, d'amour, d'enfance. Tanaïs, à un moment du film. Patrick Devers s'adresse à un journaliste en disant « Le Star System, c'est fini. En tout cas, moi, je vais le bâtir autrement. » Est-ce que ça vous fait peur, jeune comédienne, l'idée d'avoir parfois à faire des compromis? Ou est-ce que voir dans votre métier, vis-à-vis les demandes de votre agent, éventuellement, ou est-ce que voir un documentaire comme ça vous dit « Mais en fait, on peut être acteur comme on veut » ? Oui, plutôt. Et moi, je trouve que justement...
ce qui est... je pense que tous les acteurs, ils aspirent à réussir à donner autant d'intensité comme Patrick Devers, mais parce qu'il était comme ça en jouant, mais je trouve, quand on l'entend dans ses interviews aussi. Et en fait, ce que j'ai trouvé très fascinant et très inspirant, c'est que je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'on veut donner, nous. Quand on joue, on a envie d'être... Parce que cette intensité, je pense que tout le monde peut l'avoir, mais il y a peut-être que les gens qui ont vraiment souffert, qui arrivent à plus avoir le contrôle et du coup à pas réfléchir et à la donner, en fait. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à donner ça sans avoir vécu autant d'horreur? Enfin, moi, c'est vraiment ça qui m'a marqué. Alors, dans le film de Alexandre Moix, il y a donc tout ce passage sur le café de la gare, où en fait, ils vont au café pour donner un coup de main, pour le construire. C'était une ancienne abbaye, d'ailleurs. Et ils sont presque surpris quand Romain Bouteille leur dit, puisque c'est vous qui avez fait de la construction, c'est vous qui allez jouer. Ils avaient presque fait ça pour la beauté, et en fait, ça va devenir intéressant pour eux. Est-ce que Anne-Laure et Anaïs, pour vous, c'est important l'idée un jour de rejoindre un collectif de théâtre ou de cinéma, de vous inscrire dans une démarche collective, ne serait-ce aussi pour que vous déployiez vos ailes autrement? Collectif au sens de construire les murs comme il faisait. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. Non, mais j'ai trouvé ça dingue qu'il le fasse à ce point-là. Je me suis dit, c'est... Il y a eu la troupe du Splendide après. Oui. Enfin, voilà, il y a eu des groupes. Souvent, dans les groupes, il y a toujours des émergences. Je trouve qu'on rêve de ça. Je trouve que ça fait partie de... Est-ce qu'il y a encore un groupe dans votre génération? Comme le Splendide, comme le Café de la Gare? Est-ce qu'il existe des groupes? Il y a des collectifs de comédiens, il y en a beaucoup. Mais il y en a plein de petits. Moi, plein de petits, oui, c'est plus ça. Qu'un grand qui est la référence. Et vous, en quoi, par exemple, Patrick Devers vous inspire? Moi, c'est l'intensité dont tu parlais. Cette intensité-là, Il triche pas. Il est là dans toute son humanité et du coup, il nous parle à tous. Et donc c'est ça qui est beau. Anaïs, le mot de la fin pour cette petite discussion impromptue? Merci beaucoup de m'avoir donné la chance de vivre ça et de pouvoir voir ça et d'en parler. Et je pense que pour ma vie, ça va changer quelque chose, vraiment. En tout cas, merci d'avoir regardé le documentaire et puis merci d'en parler pour Patrick Devers, pour que ce personnage reste le plus longtemps possible. Merci pour l'invitation. Voir votre film, Alexandre, m'a fait me replonger dans des archives et j'ai retrouvé quelque chose qui est vraiment hyper saisissant. C'était le magazine Première qui avait fait une sorte, vous savez, une sorte de petit portrait chinois, c'est-à-dire à qui ressemblez-vous? Alors, si vous êtes comme ci, comme ça, vous êtes plutôt Adjani, vous êtes plutôt Balasco, vous êtes plutôt Miu Miu, Valérie Caprisky, Michel Blanc, etc. Donc ça prend une page, je l'ai sous les yeux, et il y avait Patrick Devers. Et voilà ce qu'on disait des gens qui ressemblaient à Patrick Devers. Et tous ceux qui disposent d'une vulnérabilité fracassante, d'une énergie farouchement tourmentée, d'un sourire à faire pâlir les anges et qui sont plus à l'aise dans l'adversité, quitte à perdre des plumes, que dans le quotidien béat. C'est assez bien vu. Ouais. En revoyant le film il y a quelques jours à la Cinémathèque, est-ce que vous-même, vous avez réappris ou réenclenché des choses sur Patrick Devers? Oui, j'ai vu l'impact qu'il avait, en fait, l'aura qu'il a. Honnêtement, avec le monde qu'il y avait, venu vraiment de partout, télé, cinéma, il y avait des gens connus, pas connus. Et en fait, il a marqué tout le monde. C'est-à-dire que c'est un mythe. C'est un mythe. Les gens étaient contents de le revoir. Il a marqué, il laisse pas indifférent. Voilà, Claude Lelouch, j'ai discuté avec lui, il est encore marqué. Ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans. Donc il est encore marqué par cet événement de Patrick Devers qui quitte le studio 13 et qui va se foutre en l'air chez lui, alors qu'ils venaient de déjeuner ensemble, 1 heure avant. Ils devaient se revoir à 5 heures. Il a eu ce coup de fil, il est pas revenu. Blier, qui sera marqué à vie.
Brigitte Fossé, qui l'a connu quand il était jeune, puisqu'ils avaient joué ensemble dans des séries. Ensuite, elle l'a connu dans Les Valseuses et elle l'a connu dans Un mauvais fils. Donc elle l'a connu à 3 périodes de sa vie et elle a toujours été liée avec lui. Et elle l'adore. C'est-à-dire que Myriam Boyer était en larmes. Quand elle joue dans Série Noire, et 40 ans après, les gens pleurent en voyant sous leurs yeux la vie de Patrick Devers se dérouler. Donc voilà, il a marqué. Il a marqué. La question à 1 million d'euros, qui va peut-être vous surprendre. Est-ce que la culpabilité qu'a pu ressentir Coluche en offrant la carabine à Patrick Devers a pu hâter ou influencer la création des Restaurants du Cœur? Ça, je peux pas vous répondre. J'étais pas dans sa tête. Donc je peux pas parler à sa place. Miu Miu bon, je sais qu'il a jamais parlé de Patrick Devers après. Hein. Voilà. Bon, il en parlait pas avant non plus. Ils étaient très liés, ils étaient très potes. Donc, ça, c'est aussi pour Patrick Devers, c'était terrible. Dans le film, je montre... Il s'est pas foutu en l'air parce que Coluche se tapait sa femme. Et c'est pas ça, hein, attention. Il n'est pas responsable. Il est ce qui a déclenché l'acte. Il est le passage à l'acte. Dans un suicide, il y a un passage à l'acte. Il y a un truc qui fait qu'on y va. Ça a été ça. C'est-à-dire que, voilà. Et en plus, il doit faire une carabine avant. Bon, c'est pas très malin d'offrir à son meilleur copain une carabine alors que le mec passe son temps à dire qu'il va se foutre en l'air. Bon. Voilà. Et dans Préparez vos mouchoirs, il parle de Mozart. C'est dans votre film et il dit il est mort à 35 ans, comme Patrick Devers. Alors, pour conclure cette émission, j'ai retrouvé un article dans Studio où Miu Miu, sa première compagne, cite ces mots incroyables. Longtemps après la mort de Patrick, j'ai été très frappé, bouleversé par quelques phrases dans le journal de Jules Renard qui exprimaient exactement ce que je ressentais. Jules Renard. Et s'il s'était manqué, s'il ne s'était qu'abîmé, s'il n'avait pas eu la force de se tirer le second coup, s'il m'avait crié avec du sang et des larmes dans la bouche « Achève-moi !» Qu'aurais-je fait? Aurais-je eu la grandeur de prendre son fusil ou de l'étouffer en l'embrassant? Et Miu Miu dit à Marc Esposito qu'elle est d'autant plus troublée par ces mots de Jules Renard que ces lignes ont été écrites le 10 juillet 1987 et c'est un 10 juillet que Patrick Devers s'est suicidé. 16 juillet. 16 juillet. Vous êtes prêt, Alexandre, pour le petit questionnaire rituel de fin d'émission? Allez. Où étiez-vous lors du passage à l'an 2000? Je ne dis pas avec qui, hein, mais où? Alors j'étais chez moi et je me souviens très bien, j'étais devant Des gens sans importance de Henri Verneuil avec Jean Gabin. Un film sublime. Quel est le livre que vous avez le plus offert? Alors il y en a 2. Il y en a même 3. Il y a La recherche du temps perdu. Il faut offrir l'intégralité, évidemment. Le sang noir de Louis Guillou, qui est pour moi un des plus beaux romans du XXe siècle. Et puis La correspondance de François Truffaut. Si vous pouviez ressusciter une personnalité historique pour un dîner en tête-à-tête, ce serait qui? Alors il y en a 2 aussi. J'hésite. Marcel Proust et François Truffaut. Imaginons que vous soyez en conflit avec quelqu'un et vous vous dites ça a assez duré, il faut enterrer l'âge de guerre. Quel est le DVD que vous envoyez par la poste à celui ou celle avec qui vous êtes en conflit pour que il ou elle comprenne? Il y en a 2 aussi. Il y a Coup de tête de Jean-Jacques Hano avec Patrick Devers. Parce qu'en plus, il y a une scène à la fin où il règle ses comptes et il doit se venger, mais c'est génial, il ne se venge pas. Donc voilà. Et puis pour moi, le film qui est le plus beau film de toute l'histoire du cinéma, qui est Barry Lyndon de Kubrick. Est-ce que vous avez déjà songé à la musique de vos funérailles? J'ai jamais pensé à mes funérailles, mais il y a 2 musiques que j'adore. Je crois que c'est les plus belles musiques du cinéma. C'est Le Mépris et Les Deux Anglaises et le Continent. Donc un de Godard, un de Truffaut, et c'est les musiques de Georges Delerue, qui sont absolument sublimes. Quelle est la dernière fois que vous êtes passé devant le lieu où vous êtes né, une maternité? Jamais. Mais ce que j'aime bien faire, c'est revoir tous les films de Truffaut. Ce sont les films qui m'ont fait naître. Donc quelque part, c'est une sorte de maternité. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans un musée et en pensant à rien, comme ça, en sortant d'un couloir, vous retrouvez face à une peinture, une photo ou une sculpture, marquer un temps d'arrêt et vous dire « Ah, mais c'est moi ?» Alors, pas dans un musée, mais on va dire dans un livre d'art. Et c'est généralement des personnages de dos. C'est
tous les gens qui contemplent les paysages dans les peintures de Gaspard Frédry. Voilà, parce que c'est très contemplatif et j'aime beaucoup ça. Si demain matin, vous pouviez tout prendre avec vous, hein, vos amours, vos animaux domestiques, votre travail, votre caméra, tout, votre banquier même. Demain matin à 9h, vous vous installez où? Sur l'île d'Amorgos, en Grèce, dans les Cyclades. Est-ce qu'avant de prendre une grande décision, vous avez un toc, un gris-gris ou un rituel qui vous aide à la prendre? Oui, j'ai une poupée vaudou qui s'appelle ma femme. Et donc que je consulte, c'est mon gris-gris, c'est mon toc. Donc quand j'ai un doute, je lui demande. Merci beaucoup Alexandre Moix. Merci beaucoup. Votre film donc sera diffusé le 21 octobre sur France 5 et juste après il y aura Les Valseuses. Quel est votre prochain projet? Pour l'instant ça reste confidentiel. Merci beaucoup pour cette invitation, c'était un vrai plaisir. Merci mesdemoiselles. À très bientôt pour un autre Vrai Monde.